c'est un métier intellectuel, la communication. C'est pas juste savoir utiliser un outil, Canva, machin. C'est pas juste savoir parler aux gens. Donc oui, ça va cliver. Cette année encore, on a fait 5 millions d'impressions, donc c'est la plus grosse perf pour un média français sur cet événement-là. Donc on est très content, on a cartonné. C'est une soirée qu'on appelle Business and Chill, où on vient, il y a des conférences au début, avec des gros speakers, et ensuite c'est la fiesta. Dans l'équation de ce game-là, la seule chose qui n'est pas une variable, mais qui est une constante, c'est le travail. Peu importe sa forme, si c'est optimisé avec de l'IA machin, c'est très bien. Par contre, il y aura toujours du taf. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans le 5e épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Avant de commencer, je souhaite remercier les équipes d'Eleven Act pour ce joli studio dans Paris. Donc on est à Paris 15e et si vous souhaitez tourner du contenu juste ici, le lien est dans la description. Donc aujourd'hui, nous recevons le cofondateur du plus gros média sur le monde de la communication en France. Vous inspirez tous les jours des milliers d'étudiants et de professionnels du secteur avec plus d'1 million d'abonnés en cumulé. Tu as fait partie du Forbes 30 Under 30. Avec ton associé, vous avez été élu entrepreneur média de l'année 2024. Donc aujourd'hui, je reçois Valentin Richardot de J'ai un pote dans la com. Merci beaucoup d'être venu. Comme je t'ai dit, je suis un grand fan de ce que vous avez fait. Ça fait longtemps que je vous suis, donc c'est vraiment un plaisir. Avant de parler de ton parcours, de ta boîte, la première question qui est commune à tous les invités que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que toi, à la 3e personne, tu te décrirais si tu sortais de ton corps là comme ça? Déjà merci de me recevoir. Je vais répondre à ta question juste après, mais très heureux et très honoré d'être là, surtout que tu nous suis, tu nous lis, donc moi ça me fait particulièrement plaisir de voir nos abonnés, donc c'est très chouette et ton podcast est canon, donc très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que je dirais de moi à la 3e personne? Comment je me qualifierais? Je dirais honnête, laborieux, et un peu impatient. Laborieux, tu parles de ton parcours peut-être? Comment est-ce que tu le dans le sens pas une capacité innée à produire des choses et beaucoup de travail, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de facilité sur un certain nombre de sujets à l'école ou autre. J'étais pas un extrêmement bon élève, j'avais pas 19 sur 20. Tout a été le fruit de travail, de creuser les choses, de découvrir, de rencontrer. Ça n'a pas été des connexions faciles, des rencontres faciles, etc. Donc laborieux, c'est ce qui nous caractérise beaucoup. Et moi, en perso, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour rencontrer les bonnes personnes, lancer ce média, faire d'autres choses. Donc je pense que ça fonctionne bien, ce mot-là. Je me suis noté, tu es passé par l'Université de Lorraine, de l'IAE de Poitiers, Paris-Dauphine, mais tu as toujours gravité autour des études dans la communication. Oui. Ça devient d'où cette appétence pour la com? Pourquoi est-ce que tu as voulu aller là-dedans de base? Écoute, ça me vient des contenus. J'aimais bien les choses bien racontées. J'étais très sensible à... Je sais pas, quand un film racontait une bonne histoire avec une bonne intrigue, ou quand une pub était smart, bien écrite, je trouvais ça plus intéressant que d'autres choses. Donc je me suis dit, putain, mais ça c'est cool, ça c'est bien écrit, ça c'est malin, la fin elle est dingue. Donc j'ai toujours eu l'appétence sur le contenu, que ce soit de la série, du film, de la télé ou autre. Et t'aimais le storytelling, quoi. Ouais. T'aimais la manière de raconter les histoires, quoi. Mais c'est vrai que moi, tu vois, quand je me suis lancé dans la com, c'est un peu similaire à toi. Je pense qu'il y a une phase où on se doute pas vraiment de ce que c'est de travailler dans la com, tout ce qui est annonceur, tout ce qui est publicité, tout ce qu'il y a derrière en vrai. Et donc on se lance pour des trucs de, ok, nous, notre génération, c'est plus j'aime bien les réseaux sociaux, j'aime bien faire des TikTok, ce genre de choses, c'est un peu réducteur, mais t'as compris. Et donc toi, c'était le storytelling. Est-ce que tu penses que les gens qui se lancent dans la communication, c'est toujours un peu lié à ça et qui connaissent pas vraiment ce qu'il y a derrière? Ça dépend, il y en a qui ont qui suivent une suite logique d'études, d'autres qui ont ça en eux depuis le début. Ça dépend des métiers aussi. Les métiers de la publicité, ils sont vastes. Il y a les métiers de la création où là, il y a toujours une patte et une appétence artistique. Il y a les métiers du média où on est sur des choses un peu plus pertinentes, logiques, objectives, avec des plans médias, des chiffres, avec une manière de réfléchir qui est différente. Donc, je ne sais pas si tout le monde l'a en soi au début, mais il y en a... Ceux qui réussissent bien, souvent, c'est qu'ils y ont trouvé un intérêt. Souvent, il est au-delà de l'intérêt financier, il est au-delà de faire de l'argent, parce que c'est pas là où il y en a, c'est pas une industrie qui est dans une énorme croissance, au contraire. Par ailleurs, ceux qui réussissent bien dans ce secteur, c'est ceux qui ont la passion. Qu'ils l'aient trouvé au tout début ou après, en testant, en échangeant, en rencontrant, c'est une chose. Mais je pense que quoi qu'il arrive, ceux qui sont bons dans ce qu'ils font, c'est qu'il y a un côté un peu passion
et qui ne se sont pas trompés là où ils sont. La passion, toi j'imagine que tu l'as eue. À quel moment de ton parcours, que ce soit études ou le parcours professionnel, tu t'as réussi à voir que vraiment ça te passionnait ce milieu-là? Écoute, le premier élément où je me suis dit, tiens, c'est un peu intéressant, ça peut être fait pour moi, c'est que j'ai, après le lycée, été pris en prépa littéraire. Donc ma mère était évidemment ultra contente. Et à côté, il y avait le DUT Information Communication, option publicité, qui me faisait un peu de l'œil aussi. Donc moi, aimant beaucoup les langues, la philo et l'histoire, je me suis dit, je vais aller en prépa, c'est chouette. Et en même temps, je regarde la plaquette de l'IUT, je vois storytelling, création de logos, stratégie de marque, relations consommateurs, média planning. Ça me vend un peu du rêve. Tu vois, et puis il y a le côté très professionnalisation qui me parlait beaucoup. Donc au final, il y a eu ce premier step-là de dire, ok, je vais mettre de côté les études un peu plus littéraires pour aller dans du peut-être plus concret, qui est la communication. Et puis ça, c'est un premier point où je me suis dit, ouais, c'est fait pour moi. Et ensuite, c'est la rencontre de Laurent, c'est la rencontre des grands patrons et patronnes d'agence, c'est découvrir des pubs qui m'ont fait marrer, où tu dis, oh ouais, je me suis pas trompé, c'est ça qui me fait kiffer. Et c'est quand tu dis, purée, j'aurais bien aimé le faire ça. Ah, j'aurais bien aimé faire cette pub. Ah, j'aurais bien aimé mener cette campagne. Ah, j'aurais bien aimé monter cette boîte, tu vois. C'est là où tu dis, tu t'es pas trompé, t'es dans le bon écosystème. Tu l'as rencontré à quel moment, Laurent de 2013, c'est moi qui lui ai écrit sur Facebook à l'époque. Parce qu'il faisait quoi, lui? Bah, il avait un job à côté, il était en finance, puis après il était en boîte de drone. Donc c'est lui qui a monté J'ai un pote avec la page, le site, etc. Et moi je l'ai rejoint après, un an après. Donc là aussi il y a eu un déclic sur le côté, bah, en fait on s'est bien trouvé, ça a bien fité. Donc il y a eu aussi, ok, c'est pas une erreur de parcours, ça se suit, c'est logique et il y a un fil qui est en train de se créer. Avant de lancer J'ai un pote dans la com, donc je me suis noté, t'es passé par de belles boîtes, t'as passé par Cosa Vostra, Publicis, Canal. C'est quoi dans ce parcours-là qui t'a poussé à lancer J'ai un pote dans la com et à te dire, ok, j'aime bien la com, maintenant j'aimerais entreprendre là-dedans, tu vois? C'est une suite de choses en vérité, c'est des réflexions que tu portes, c'est des rencontres que tu fais, suite au stage, Publicis, Canal, etc. Il y a évidemment le côté positif, c'est-à-dire les gens que tu rencontres, l'impact que ça peut avoir, le fait d'avoir J'ai un pote dans la com à côté des études, parce que c'était pendant ma première année de DUT, donc pendant toutes mes études, j'ai travaillé sur J'ai un pote à côté de mes études, donc il y avait la journée en cours, le sport, et le soir J'ai un pote. C'était des longues journées, mais c'était de canon, et je me disais en fait, ouais, ça va m'ouvrir des portes. Et au final, j'ai rencontré à 22, 23 ans des profils de dingue, des patrons de chaînes, des patrons de médias, des hommes et des femmes ultra stylés, donc tu te dis, ouais, ça me permet d'ouvrir des portes. Et ensuite, il y a aussi le côté un peu plus négatif, mais qui m'a aidé, c'est-à-dire les rencontres pas incroyables. Dans des stages où tu dis, ouais, en fait, je sais pas ce que je veux faire. Par ailleurs, il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux pas devenir comme lui, ni comme elle. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé à me dire, ok, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux pas faire. Ça veut pas dire entreprendre, mais ça veut dire avoir un chef qui est pas compétent, compliqué. Quelqu'un qui est compétent, qui est un tueur ou une tueuse, je le suis les yeux fermés, tu vois. Enfin, à l'époque. Là, c'était plutôt de me dire, purée, si c'est ça la suite, ça va être dur en fait. Parce que t'es junior, on te met sur le côté, tu fais des missions de merde. Alors qu'à côté, J'ai un pote, tu vois, où je rencontrais des gens de fous. Et je me disais, putain, mais en stage, c'est un peu naze, même si les boîtes sont cool. Et quand je sors du taf, je me mets sur J'ai un pote, j'ai des opportunités de dingue. Je commence un peu à faire de l'argent, j'ai des collabs, on rencontre des profils extrêmement intéressants. Et tu dis, putain, ça va être dur de rester uniquement dans le côté salariat. En tout cas, tu n'aimes pas ce que ça veut dire, tu te poses pas la question, tu te dis, bah, on va voir pour la suite. Donc, c'est une suite de choses. Il y a eu un déclic, bien sûr, mais c'est une suite d'éléments, de rencontres, de moments, de sentiments perso, de projections sur aussi qui t'as envie d'être. Parce que quand tu es sur ce type de projet, tu as une liberté. Et moi, j'y accorde une importance assez grande à cette liberté-là. C'est important pour moi déjà à l'époque de me dire, putain, je gère mon calendrier, je gère ma vie, je fais ça. Ça veut pas dire que quand t'as pas de boss, t'es détente. Souvent, c'est plutôt le contraire. Ça s'arrête jamais. Mais j'attachais beaucoup d'importance au côté liberté. Tester les trucs, faire ce que tu as envie de le faire, trouver une solution à ton problème, aller chercher une info, sachant que quand tu es dans un salariat classique, tu n'es pas forcément à même de le faire. Parce que tu as des contraintes d'horaire, de lieu, de date, de rendu et d'équipes avec lesquelles tu bosses. Et puis, c'est un truc sur lequel moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, parce que pareil, je suis étudiant en plus de ce que je fais avec OVNI, mais c'est des moments où tu as ton N+1 et où tu vois ce qu'il fait.
et tu as envie de lui dire mais pourquoi tu me demandes pas mon avis, parce que moi j'ai un avis sur la question, mais vu que tu es en dessous tu te retiens et donc c'est un peu, il y a un côté frustrateur un peu sur cette question là. Clairement, ouais. Sur j'ai un pote dans la com, vous l'avez lancé il y a plus de 11 ans maintenant. La com c'était tellement différent à l'époque, sur plein de choses. Ça y est, j'ai 55 ans. C'est terrible. Ça ressemblait à quoi, j'ai un pote dans la com, c'est avec quelle ambition à ce moment-là précis? Aucune ambition à l'époque à part kiffer. De dire ça. Mais c'est réel. J'ai un pote dans la com, on l'a façonné à notre image. Et ce qu'est aujourd'hui J'ai un pote dans la com, donc tu l'as dit, 1 million d'abonnés, un club de directeurs marketing, 5, 6, 7 événements par an, la plus grosse audience B2B en France. Bah, depuis 14 ans, il y a eu de l'évolution. Donc ça n'était pas à l'époque ce que c'est aujourd'hui, c'est une évidence. Donc on l'a fait évoluer. À l'époque, il n'y avait pas d'ambition. L'ambition, c'était de... Enfin si, il y en avait une perso, c'était de kiffer et rencontrer le maximum de personnes et y aller à fond. Et se dire, purée, j'ai mes cours, très bien, mais à côté, je peux rencontrer lui, elle, je peux aller à tel event, machin. Et c'est une émulation qui est dingue. Quand tu es étudiant, tu te dis, bah, moi, mon projet, l'ambition, c'est de faire en sorte que tous les jours, il y ait du contenu. Ok, next, ça marche. Mon ambition, c'est de faire monter la page de 10 000 à 50 000 personnes. Bon, let's go, on y va, on le fait, ça marche. Mon ambition maintenant, c'est de trouver des gens avec qui on peut créer du contenu, rédiger, avoir une aura un peu plus globale. Ok, donc ça a augmenté avec nous, nos challenges, nous, notre vision perso. Moi, j'ai été sur J'ai un pote depuis le début de mes études, donc il y a eu de l'évolution. Quel master je fais, où est-ce que je vais et c'est un peu formaté ton parcours aussi. Ouais, bien sûr. Et t'arrives dans une classe, les gens ils savent déjà ce que c'est J'ai un pote, donc t'es trop refait. Et en même temps, tu dis, mais faut que mon année je l'ai, hein, c'est bien beau d'avoir J'ai un pote, mais il faut que j'ai une bonne moyenne. Pour ensuite, moi, j'avais clairement envie de taper une école type Dauphine, CELSA ou Sciences Po en M2. Donc fallait gérer J'ai un pote et gérer les cours pour avoir 15-16, pour avoir une bonne moyenne. Et ça m'a donné l'opportunité d'aller à Dauphine, faire un super master en management des médias, qui lui aussi a renforcé mon attrait pour le contenu, l'édito, l'écriture, la diffusion, parce que c'est ça le parcours du master que j'ai fait. Donc l'ambition, elle était de se faire kiffer. Elle est toujours là, cette ambition-là. Par contre, elle a évolué bien sûr avec l'efficacité qu'on a pu mettre dans les prods, l'audience et le succès qu'on a pu avoir, entre guillemets. Les gens, ils ont commencé à aimer ce qu'on proposait, à être demandeurs, à nous taguer dans les posts. Ah bah J'ai un poste, vous en pensez quoi de soi ? À l'époque, sur LinkedIn, il n'y avait pas grand monde. On était les seuls sur Terre, un peu, c'était très cool et on se régalait. Donc l'ambition, elle a évolué avec le média, bien sûr. Avec Laurent, qui est plus vieux que moi, avec moi et mes ambitions perso. Donc, se faire kiffer, ça n'a pas bougé, c'est toujours le cas. Et ça a changé en fonction des moments forts de notre vie. Sur l'aspect éditorial, maintenant, vous faites globalement tout. Enfin, je veux dire, on va sur le site de J'ai un pote dans la com, on retrouve tout ce qui est lié à l'univers de la communication, vraiment. C'était quoi plus les axes que vous aviez pris à ce moment-là? Au début ? Ouais. L'axe qu'on voulait, quand je te dis il n'y a pas eu d'ambition à part se faire kiffer, c'est une chose. Par ailleurs, il y avait quand même l'objectif clair et la vision claire de faire les choses différemment. Ça ne servait à rien de mettre autant d'énergie, de passer autant de temps pour faire du copier-coller et de produire la même chose que ce qu'on pouvait avoir en face, avec des médias qui étaient là depuis plus longtemps. C'était aussi l'époque des blogs où il y avait 5, 6, 7, 8 blogs en face de nous. Le but, c'était pas de copier-coller. Le but, c'était de se dire, tiens, ça, je vais le décrire de manière différente. Ça, je vais le décrypter de manière un peu singulière. Et on s'est dit, on peut parler de choses sérieuses. On peut parler de cash. On peut parler de business. Parce que cet univers-là de l'industrie de la communication, c'est un pan extrêmement important de notre économie. Dans chaque pays. Sans publicité, comme il n'y a pas de business, et sans business, donc sans entreprises qui vont bien, il n'y a pas d'économie. Donc les deux sont liés. Donc on s'est dit qu'on pouvait parler de sujets sérieux sans être chiant. On pouvait prendre une étude qui faisait 500 pages de PDF, mais on pouvait la remodeler pour en faire un format carrousel sur Insta hyper cool. On pouvait jouer avec les mèmes, qui sont des bombes nucléaires en termes de performance, et de se dire, bah voilà, on fait un mème pour passer un message. Donc on a pensé le fond, la forme tout de suite, le signifiant, le signifié tout de suite. On s'est dit, on peut intéresser les gens, les accompagner, décrypter et faire en sorte que ce qu'ils trouvent chez nous, ils aient une raison de le trouver, pas forcément parce que c'est pas ailleurs, mais en tout cas parce que la forme et la manière d'aborder les sujets est un peu différente. Faire que du franco-français, on s'en fout. Il y a peut-être des campagnes de dingue au Japon. Bah, celle-ci, il faut vous la montrer parce que vous, professionnels du marketing, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vue. La énième campagne Renault, c'est bon, il y en a tous les 3 mois des campagnes Renault en télé. Tu vois, c'est un peu ça, c'est de dire on fait différemment, pas à l'aveugle. Ça, c'est une chose qui est claire et qui est
évidente pour nous depuis le début, c'est qu'on sait où on va, on sait le modèle d'affaires qu'on veut appliquer. Par contre, c'est en fonction de l'émulation et du succès, on teste, on lance, on enlève, on remet. Voilà. Mais tu avais conscience que à ce moment-là ou dans les débuts, que vous pouviez vraiment inspirer des personnes dans la communication? Est-ce que c'était vraiment votre volonté? Parce que tu vois, maintenant, ce que je te disais tout à l'heure en off, mais moi, il y a nombre de sujets que je suis allé chercher sur J'ai un peu dans la com pour des devoirs ou autres. Il y a plein d'étudiants qui font la même chose. Tu avais conscience que vous pouviez aller chercher ce chemin-là, ce monde-là? Oui, assez vite. Je sais pas si c'est influencé, mais très vite, on s'est rendu compte que l'audience avait un engouement pour nos contenus. On a toujours l'une des pages qui a le plus d'engagement, donc de commentaires, de partages, de likes. Comme je t'ai dit, les gens nous taguent, nous envoient des DM, ils nous demandent ce qu'on pense de leur campagne, ils nous demandent ce qu'on pense des sujets. Donc on a une proximité avec les audiences qui est assez folle. Là, on a monté un club de directeurs marketing. Pareil, on les voit régulièrement. Ils sont safe chez nous, ils sont bien chez nous. C'est gratuit, c'est cool, c'est des petits déjeuners dans l'année. Donc on a une relation particulière avec nos lecteurs. Donc oui, très tôt, on l'a su. On l'a su que on avait un regard différent sur les sujets et ça plaisait aux gens. Et les gens savaient aussi nous dire ce qu'ils attendaient de nous. Quand parfois on faisait un décryptage d'une campagne pour une compagnie aérienne ou autre, etc., ils savaient nous dire, les gars, vous abusez un peu, c'est de l'aérien, ça pollue, machin. Donc on a très vite été en frontal avec les gens, et ce qui a fait qu'aujourd'hui le média est à la frontière entre l'influence, parce qu'on incarne beaucoup, Laurent et moi, et le média un peu tradit, c'est que on est à l'écoute. Donc très vite on a senti cet engouement. Donc oui, je vais pas te dire on avait la volonté d'influencer, etc. Par contre très vite on s'est rendu compte qu'on avait un impact. Que quand on parlait d'un sujet, ça parlait dans les équipes, dans la rédaction, dans les agences. Quand on postait une actu, c'était une plutôt qu'une autre, bah il y en a d'autres qui étaient un peu saoulés de ne pas avoir leur actu à eux. Donc on a très vite vu qu'on avait un impact dans cet univers-là qui était un peu en train de ralentir sur le côté média. Nous on est né en ligne, on est un DNVB, ce qui fait qu'on a tout de suite une relation aux audiences qui est différente. On veut du like, du commentaire, du partage, donc on a une capacité à écrire les formats et à surtout regarder les perfs. Regardez ce qui se passe, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qui va créer de l'engouement, à partir de quand la vidéo on la regarde plus. Donc ça, on a une capacité assez forte à développer tout ça et à comprendre ça, ce qui fait que oui, on sait qu'on a un impact auprès des gens, très vite on l'a su, et donc on s'est emparé de ça, et on se dit, bah, on a un impact chez eux, changeons un peu les manières de consommer, faisons des formats podcast, audio, à l'époque, ça n'existait pas beaucoup, tu vois, on s'est dit, bah, on y va ou pas? Ouais, on y va, et on verra. Il n'y a personne qui va nous dire, ouais, c'est nul. J'ai pas dit à la personne qui nous attend, mais on n'avait pas de sponsor au début. On a quasiment tout lancé from scratch. Le site, nos premiers podcasts, nos vidéos, donc on fait comme on veut et on voit ce qui se passe après. Et puis, tu vois, j'ai quand même l'intime conviction que vous avez inspiré des gens, mais qu'il y a aussi cet aspect média un peu communautaire des gens de la communication. Et donc, cette communauté vous a aussi beaucoup inspiré. C'est ce que tu disais quand tu regardais les commentaires, tout ça. Je pense aussi que toutes les personnes que vous côtoyez dans le milieu de la communication, que ce soit en agence, que ce soit en annonceur, que ce soit même des élèves en communication, parce que vous travaillez avec Subdecom ou autre, ça vous donne des pistes éditoriales de dingue, quoi. Bah oui, on est en interaction très régulièrement avec les gens et ça c'est extrêmement appréciable et on savoure ça. Quand on arrive dans une réunion, on doit être 3-4 dans la réunion, au final on est 16 parce qu'il y a tous les gens de la boîte qui veulent venir à la réunion, donc ce qui fait qu'on a une relation, comme je dis, particulière avec nos audiences, nos partenaires, nos clients, ce qui fait que oui, ils nous donnent beaucoup, ils nous donnent des infos, ils nous donnent leur vision, ils nous donnent « Ah bah ça serait bien que vous fassiez ça, je sais pas si vous faites ça, de la mise en relation, boum, on va réfléchir à le faire. Ah ça serait bien que vous fassiez des petits déjeuners sur tel format, bah on l'a déjà, ouais mais il faudrait optimiser ça, ok bah on le teste. » Donc on a vraiment une relation très très intime avec nos lecteurs, ce qui fait que quand on fait de la collaboration commerciale, on sait ce qui marche, parce qu'on sait ce que les gens attendent, donc on sait ce qui marche, on sait ce qu'on doit faire pour notre client. 2, ça nous donne beaucoup d'insights et on sait se remettre en question, analyser, dropper un format s'il ne marche pas. Et 3, c'est extrêmement agréable. Quand tu es un média et que tu es lu, c'est un plaisir. Tu vois, quand tu sais que les gens te regardent, t'écoutent. Ouais, t'as de la dopamine à foison. Ouais, et puis tu dis, on le fait pas pour rien. Moi, je dis aux équipes, les articles que vous écrivez, il y en a beaucoup, il y en a plein, il y a plein de choses qui sortent, mais n'oubliez pas, les gens, ils regardent. Ils regardent le petit S qui manque, ils regardent la super interview que vous avez faite, vous dites pas ouais bah c'est un article. Les gens regardent. Et moi je le sais parce que je regarde encore beaucoup l'Instagram, mes DM LinkedIn ils sont blindés. Il y a un côté retour d'expérience rapide. Donc quand c'est positif ça fait plaisir, mais parfois il y a aussi ah les gars vous avez parlé de ça, je n'étais pas hyper d'accord machin. Ouais ok bah c'est un choix édito qu'on a pris, je suis d'accord avec toi aussi. Donc oui cette relation elle est ultra stimulante.
intime et elle nous aide au quotidien. Comme on l'a dit, donc vous avez le million en cumulé sur vos réseaux. On sait très bien, on en a parlé tout à l'heure, que le game du média, c'est avant tout construire une audience. C'était quoi votre stratégie à la base pour construire cette audience, pour amener les gens avec vous, les embarquer? On avait la volonté un petit peu de rendre, comme je t'ai dit, tout cet univers un peu moins sombre, un peu moins chiant, de divertir un peu plus les gens et de leur donner des infos utiles. Ça n'a jamais été de dire on va tout couvrir. Par contre, ça a toujours été de dire cette info-là, ce format-là, ce chiffre clé-là, il va être utile et on l'a trouvé pour toi. Tu peux pas t'en passer. Une stat sur une étude TikTok, un mème un peu sympa qui te balance une info, un format vidéo où on va dans les coulisses d'un event. Il y a toujours un intérêt pour un contenu, il n'y a rien qui est gratuit, il n'y a rien qui est fait comme ça par principe. Il y a toujours de l'intérêt. Donc oui, on couvre pas tout. Et oui, on n'a pas 50 milliards d'articles par jour. On doit en avoir une dizaine, ce qui est bien, ce qui est parfois mieux que d'autres médias. On sort beaucoup de contenu. Par contre, oui, on ne s'engage pas à faire toutes les hot news. C'est pas notre job. Notre job, c'est trouver le bon moment pour la bonne info, la bonne interview, recruter le bon CMO pour lui poser les bonnes questions, faire le bon événement au bon moment sur le bon sujet. Ok, la rentrée de septembre, on va parler de quoi? Ah bah peut-être influence. Ouais, mais on en parlera déjà un peu avant. Ok. Peut-être sur juin, Festival de Cannes, donc le cinéma, la pub, la de produit. Ouais, ça c'est bien. Donc comment on engage, comment on recrute cette communauté, on la tient informée, on l'intéresse et on lui fait comprendre que ce qu'elle va trouver chez nous, au moins sur le traitement, elle ne l'aura pas ailleurs. Complètement, je suis complètement d'accord avec ce que Quand tu on dis. essaye. Sur cette période-là, c'est quoi la grosse réussite que vous avez vue, le premier succès que vous avez eu où tu t'es dit, ok, là, il y a un truc à aller jouer, il faut y aller à fond. Historiquement ou récemment Historiquement. Historiquement, c'est une bonne question ça. À partir de quand on s'est dit, ouais, là, il y a un truc, c'est le vrai... Ouais, ok. Là où on s'est dit, on tient un truc, c'est quand on a fait notre tout premier événement, qui s'appelait l'Afterwork de la com, dont on fait la 7e édition au mois de novembre prochain, où on s'est dit, on va mettre en place un événement où on rencontre nos lecteurs, on rencontre nos clients, nos partenaires. Et pour la première fois dans cet univers fou de la com, on ne fait pas de remise de prix. Tu connais très bien le marché, c'est que des remises de prix, c'est que des concours de machin, de prix de l'influence, prix santé, prix marketing, prix data. C'est un enfer. Ça fait partie du business, mais à mes yeux, c'est parfois un peu anodin, un peu inutile, et un peu, on se regarde entre nous et on se dit « Ah, c'était bien, ouais. Est-ce qu'on est vraiment utile ? Je sais pas. » En tout cas, nous, on s'est dit « Il faut qu'on fasse un truc hors remise de prix. » Donc, on a lancé ça. On a fait ça dans un bar très léger. On s'est dit « On va voir ce qui se passe. Ça se trouve, on va être 4. Ouais, il y a beaucoup d'abonnés. Ouais, c'est cool, ça marche bien. C'est 2016, je crois. Ouais, c'est sympa. 2015, plutôt. Et sauf qu'on va se dire « Personne ne va venir. » Au final, le bar qui était pour 150 personnes, on était 300 dedans. C'était blindé, donc on était trop saucés. Donc, c'est la mise en place de cet événement et l'édition 2 qui a été un déclic. Parce que l'édition 2, on est passé de 200-300 personnes à 600. On a doublé. Après, de 600 à 800. Donc, c'est le premier événement qui a amené les 2-3 autres où on s'est dit, ouais, on tient un truc. Si on est capable, en pleine soirée, parfois les mardis soirs, de faire venir 800 personnes qui aiment J'ai un pote, qui nous suivent avec leurs clients, trouver des partenaires, faire venir Burger King sur notre event, faire venir KFC, faire venir Five Guys, faire venir toutes les marques du groupe Bacardi, et de créer ça à deux, on a craqué le truc. En tout cas, on a trouvé un format que les gens attendaient et qui peut-être ne retrouvaient pas ailleurs, et il faut qu'on y aille à fond. Donc ça a été un des premiers mots où on s'est dit, ouais, mec, on tient un truc là. Puis vous voyez directement vos abonnés aussi. Vous oui, c'était comprenez l'idée. votre audience, vous les rencontrez. Tu leur parles, tu vois les têtes, tu vois les visages et tu te dis purée, mais c'est fou en fait. Quand t'es encore étudiant, que tu montes le truc, tu vois les gens et tu dis putain, c'est bien ce que vous faites, on vous suit et tout. Donc il y a un côté purée, mais on fait. C'est concret. Tu vois, ça vient cristalliser ce que tu fais tous les jours, pourquoi tu te couches à 3h, pourquoi tu te lèves tôt, machin. Tu te dis ok, là on a un format qui marche bien. Et les gens nous le rendent bien, parce qu'ils viennent nombreux, ils parlent du truc, et c'est que du kiff. Le premier jeu, on va partir dessus. L'idée, c'est que je t'énonce plusieurs phrases. Si tu étais... si tu étais... et tu me donnes la réponse qui te convient le mieux. C'est une manière un peu détournée de te demander ce que tu préfères entre plusieurs trucs. Ok. Tu préfères mes versions 2.0 ? C'est ça. Si tu étais un réseau social, tu serais lequel ? Instagram. Pourquoi ?
Parce que initialement, c'est la plateforme de l'image, des belles photos, etc. Et comme je t'ai dit depuis le début, très sensible au bon contenu et au storytelling. Donc c'est là, initialement, où je trouvais ça. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est là où je trouve des bons contenus et où c'est là où je passe encore beaucoup de temps. C'est quoi ton avis, toi, sur TikTok depuis que c'est sorti? La question, elle est large. Hein. Elle est très large. À mon avis, c'est que ça cartonne, c'est que c'est un enfer en même temps pour les jeunes et que c'est un levier de dingue pour les marques, mais que c'est une course au contenu, qu'avec les mêmes budgets, on demande aux agences de faire 16 vidéos au lieu d'en faire 2. Mon avis, il est large. Mon avis, c'est que d'un point de vue business, c'est intéressant, c'est extrêmement stimulant. Il y a beaucoup de choses. Il y a des créateurs qui se déploient sur la plateforme. On peut en vivre parce qu'il y a la monétisation de TikTok. Et si je prends un peu de recul, socialement parlant, sociétalement parlant, Et puis même il y sur a un impact négatif sur les jeunes. les donc, autres réseaux sociaux, il y a eu un impact fou, tu vois. Ouais, mais là, Instagram, en termes de les Reels, tout dopamine, ça. enfin, c'est... Oui, et ce scroll à l'infini, enfin, mon avis, il est très large, la question est très large, donc oui, c'est très chouette, et en même temps, si je suis honnête avec toi, et c'est ce pour quoi on se voit aussi, c'est que c'est un enfer. Ouais, d'un point de vue business, c'est canon, mais je peux pas m'empêcher de penser à des cousins à moi, ou des jeunes qui ont 14, 15, et qui voient la vie que par ce prisme-là. Et en même temps, c'est un outil de recherche de dingue, tu vois, ça te permet d'accéder à des contenus que t'aurais pas pu voir avant. Je suis obligé de te donner les deux faces de la pièce, tu vois. Je peux pas te dire que c'est que cool d'un point de vue En même business. temps, je t'ai pris au dépourvu et la question est un peu bâtard. Si t'étais un métier de la com, autre que le tien en l'occurrence, Je peux en donner deux. allez, Je pense planeur strat. tu peux expliquer un peu pour ceux qui Planeur connaissent pas. strat, c'est un métier d'agence. C'est un profil qui vient travailler un peu plus la stratégie au service plutôt des créatifs. Donc il vient travailler sur des insights, trouver des chiffres autour des habitudes de consommation. Il vient réfléchir à une problématique de marque. Il vient rendre tout ça concret. Il vient prendre le brief, réfléchir à comment on positionne une marque, comment on lui donne de l'âme, une profondeur, quelle est la vision du monde de la marque, sa plateforme, à quoi elle sert. Et ensuite, de cette stratégie-là, vient les mécaniques créatives. Donc il est un peu en amont de tout ça et c'est un métier assez stimulant. Tu rencontres toujours des tueurs et des tueuses à ce poste-là, donc il y a un côté un peu frustrant parce que tu vois que des gens solides, des Sciences Po, des machins, et tu te dis, ouais, c'est canon. C'est un mix entre un littéraire, mais aussi un peu un matheux parce qu'il bouffe beaucoup d'études. C'est quelqu'un qui est très dans la stratégie, donc qui prend de la hauteur, et c'est aussi quelqu'un qui peut être très très concret sur une mécanique créative et comment ça peut se mettre en scène. Donc le métier de planner strat, mais aussi le métier de concepteur-rédacteur dans sa forme nouvelle. C'est-à-dire pas forcément sur du print classique en binôme avec un DA, mais dans sa forme actuelle qui est de dire, peu importe la liquidité du contenu, format long, format court, audio, vidéo, peu importe la liquidité du contenu, c'est comment je l'écris. On a un gimmick à faire passer, on doit faire une attribution à la marque. Est-ce qu'on l'a fait au début, à la fin, est-ce qu'on fait un jeu avec, comment on s'y retrouve? Ça, c'est encore une fois le contenu. Donc, planner strat et CR. Est-ce que tu as un exemple ou une idée de boîte avec un super concepteur-rédacteur ou un slogan que tu as retenu pendant des années que tu trouves juste génial comme ça? C'est dur. Il y a plein d'agences qui ont des super CR. Toutes ont des bons créatifs, donc ça serait discriminant de t'en citer une, tu vois, et ça va pas apporter... Enfin, Buzzman, ils sont très chauds, évidemment. On pense aussi à Babel, qui a des... Il y a même à Bell, l'agence Bell, qui a des bons profils. Tous, généralement, ont des bons profils, qui évoluent bien. DDB a des super profils créa aussi. Darwin, à l'époque, qui s'appelait encore Darwin, maintenant qui s'appelle Monk, ça avait des super... pas forcément des CA, mais des gens qui étaient un peu social media / CR. Donc des social media créatives, etc. Qui écrivaient des contenus pour les réseaux sociaux, qui étaient un peu CR du coup. Voilà pour la première partie de ta question. Non, mais ça me va Et très pour bien. le slogan, j'ai rien. Enfin, il y en a tellement où je vais pas t'en sortir un par principe, tu vois. J'ai peut-être pensé à Ardisson, vu qu'il est mort il y a pas longtemps, et du coup, il en a sorti des gros, Tropicana, etc. Tropico, mais non, j'en ai pas. Si t'étais un emoji, tu saurais. Pour ça, un peu ta personnalité, quoi. Et l'emoji moustache. Le bonhomme avec la moustache, on voit bien que je la travaille là. Il y a la meilleure réponse possible. Si t'étais un format de J'ai un pote. Si j'étais un format de J'ai un pote, c'est une bonne question parce qu'on en a quand même pas mal et que je les aime tous et qu'ils ont tous un intérêt sur un sujet. Ils ont tous un intérêt soit sur le côté format, soit sur le fond, soit sur la manière d'apporter de l'info.
que ce soit pour nous ou pour notre client, il y a toujours un intérêt. J'aime bien notre petit dernier là. Je peux t'en donner 2 ? Allez. L'enfer du type, il veut tout doubler. Non, mais moi ça me fait du contenu, j'aime bien. Et j'aime bien le format qu'on fait quand on va au Cannes Lions, donc tu sais, le festival de publicité mondiale à Cannes, juste après le festival du film. On y fait depuis 2 ans une énorme couverture média. Cette année encore, on a fait 5 millions d'impressions, donc c'est l'un des plus gros, c'est la plus grosse perf pour un média français sur cet événement-là. Donc on est très content, on a cartonné. Et dans ce cadre-là, des différents contenus qu'on a fait, on a fait un format qui s'appelle Ça c'est Cannes, et c'est un vlog de 6 épisodes où tous les jours, on vient prendre la température, on vient interviewer des gens, un peu à la sauce carte blanche de Canal+, tu vois, où on vient voir des DC, des directrices de la com, des annonceurs, des agences, on va dans les coulisses, dans le palais, on est allé voir le big boss de LinkedIn, qui s'est abonné à nous en direct, quand tu lui as fait l'interview. Enfin voilà, ce format, je le trouve canon parce qu'il est édito, il est libre de tout sponsor, on est libre de faire ce qu'on veut, il y a une patte, ça marche bien et ça donne, je pense, sans manquer d'humilité, un peu d'air frais à ce marché-là où oui, avec la vidéo, on peut aller raconter des choses et il n'y a pas besoin de faire uniquement un format chiant. Donc le vlog de Cannes, Ça c'est Cannes, je le trouve bien. Et notre format, notre petit dernier qui s'appelle La Fois Où. C'est un face caméra de 1 minute, 2 minutes où on a un profil qui vient nous pitcher une anecdote dans son univers. Quelqu'un qui est très connu ou pas spécialement et qui vient nous parler d'une anecdote de dingue. Donc on a eu des profils assez différents. On a eu William de Bocu, pardon, qui nous raconte la fois où il a travaillé potentiellement avec une industrie du X pour placer son produit, mais il ne l'a pas fait. On a eu quelqu'un qui fait de la voix off de publicité, qui nous raconte comment il est tombé dedans. On va avoir Franck Provost à la rentrée. On va avoir Chris de Danser avec les stars, etc., de TF1. Donc c'est des gens qui viennent nous raconter une anecdote sur leur univers, sur leur business, qui est un peu waouh. Et il y a toujours l'angle un peu, j'ai un pote, donc l'angle publicité, marketing, média, ça sera jamais une anecdote sur un truc qui n'a rien à voir avec notre monde. Hein. C'est le but. Mais du coup, ça nous permet de raconter la vie des gens, de faire une interview différemment. Il est tout seul, face cam, on écrit ensemble, et il nous raconte un moment un peu waouh. Et c'est ça qui est chouette. Le dernier, c'est si t'étais un projet de J'ai un pote, l'idée c'est de... Le format, c'était plus un truc assez précis que vous diffusez, etc. Un projet, c'est plus un truc dans sa globalité. Okay. Quoi. Si j'étais un projet, le projet de l'Afterwork de la com de novembre, hein, qui arrive, qui va rassembler plus de 800 personnes, qui va se faire normalement à la communale à Saint-Ouen, et qui va intégrer des gros partenaires, et on va faire des choses assez chouettes. Donc le projet Afterwork qu'on a relancé après la pause de l'an dernier, parce qu'un peu intense l'an dernier, Vivatech, Cannes, un peu dur à enchaîner. Cette année, on le relance en novembre. Donc, ce projet-là... Il se passe quoi, ces afterwork, pour que les gens imaginent, puissent se projeter et aient envie de venir, justement? Il se passe tout. Il se passe tout ce que tu as envie qu'il se passe. En fait, si tu veux connecter avec un CMO, il est là. Si tu veux rencontrer une agence de prod, elle est là. Si tu veux découvrir un top speaker, là, on est en train de voir pour Hugo Clément en top speaker, il sera là. Donc, c'est une soirée qu'on appelle Business and Chill, où on vient... Il y a des conférences au début, avec des gros speakers, et ensuite c'est la fiesta. On part du principe qu'on peut connecter en business, faire des rencontres business, du networking, dans un univers de fête. Évidemment, estampillé, j'ai un pote, donc avec un angle business, etc. Mais on part du principe que c'est la connexion humaine qui va te faire des affaires. C'est-à-dire, demain, on se connecte avec quelqu'un... Très bon délire, on prend une bière ensemble à la soirée, il est sympa, il est dans telle boîte, moi dans telle boîte, on s'aime bien, on s'apprécie. On trouvera toujours le moyen de faire du business ensemble. Il n'y a pas de feinte. Si on s'apprécie, on trouvera un truc. Ah bah je te ferai une prod sur un truc. Ah bah je te mettrai dans la compta, tu me feras une vidéo, machin. On trouvera le moyen de bosser ensemble. Alors qu'à l'inverse, et là c'est un peu plus dur, c'est que même si on te présente un mec ou une nana qui est au top, si tu l'apprécies pas, tu vas tout faire pour pas bosser avec. Ouais, non, mais son outil, ça a beau être le meilleur outil du game, le meilleur outil de compta, machin. Ouais, non, mais je sais pas, peut-être voir ailleurs et tout. Si tu apprécies pas la personne et qu'il n'y a pas d'abord le fit humain, le business, il se fera pas. À part si c'est ta direction qui t'impose de bosser avec tel mec. Mais le business ne se fera pas tant qu'il n'y aura pas une connexion humaine. Et nous, c'est ce qu'on encourage. On part du principe que la connexion humaine, elle est au cœur des affaires. Hyper canon. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Sur la vie de J'ai un pote, donc on a fini le premier petit jeu. Ok. Moi, il y a un truc
à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a fondé un média qui me fascine un petit peu, c'est comment est-ce que tu arrives à trouver ce modèle économique qui te permet de rester dans la passion que tu disais tout à l'heure, mais en même temps d'avoir de la rentabilité, parce que le modèle économique des médias, il est parfois un peu difficile à aller chercher. Oui. Déjà, pour être très clair, le modèle d'affaires d'un média, il est pas simple, parce que tout ce que tu produis n'est pas quelque chose que tu vends. Tu dois d'abord créer ton audience, comme on disait, pour ensuite la monétiser. Donc tu es toujours dans de la dépense avant de la rentabiliser. Par ailleurs, nous, notre modèle, il a toujours été très clair, comme n'importe quel type de média, c'est-à-dire on a une audience, on la monétise. On n'a pas réinventé la roue. Ce qu'on a changé par ailleurs, c'est les formats, la manière d'adresser notre public, les événements un peu différents, les connexions, les formats un peu plus intégrés, un peu plus incarnés. Donc notre modèle d'affaires, c'est celui d'un média classique, la pub. Simplement, la pub chez nous, elle n'est pas classique. C'est du brand content, c'est de la vidéo, c'est du co-branding sur un petit déjeuner, sur un format reportage, un documentaire. C'est une saison de podcast qu'on fait avec un sponsor. Donc, c'est la manière de faire le contenu. C'est de la pub, c'est du brand content, donc c'est de la pub un peu innovante, tu vois, un peu différente que de l'affichage banner classique. Donc, comment on fait pour être rentable ? On bosse fort. On est le seul média, je pense, dans cet univers-là à être indépendant, ne pas avoir d'actionnaire, bootstrap, c'est sportif. C'est sportif. Mais c'est canon, parce qu'on va là où on veut, parce qu'on prend des décisions qui parfois ne sont pas les bonnes, mais on les réajuste et on se trompe et on apprend. C'est ça aussi, on apprend, on a des gens qui évoluent avec nous, qui nous font confiance, on a des équipes de dingue qui ont la folle idée de venir dans J'ai un pote et de bosser sur des projets avec des mecs et des clients canons. Et on leur demande d'être bons, et ils sont bons, et ils nous prouvent qu'on a bien fait de les prendre. Enfin, c'est vraiment une super émulation, donc c'est du boulot. Comment on fait le lien entre les modèles économiques et notre rentabilité ? C'est de faire un peu plus que les autres. C'est de mieux délivrer. On n'a pas les 50 ans d'existence d'un Figaro, des Échos, ou d'un Stratégie. Par ailleurs, on a des perfs de dingue. Les contenus, ils marchent, donc on doit faire mieux. On doit mieux produire, mieux délivrer, mieux accompagner son client quand il arrive... chez nous, à partir du moment où on lui vend le truc et où on signe, il doit être pris en charge. C'est un gros travail sur la forme, quoi. Ouais. Donc ça, c'est obligatoire. Parce que si on ne le fait pas, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent passer à côté d'une belle activation chez nous, d'un super format. Donc il faut bien leur expliquer, les accompagner, qu'ils se disent purée, c'était chouette, on y repart. Parce que je sais, et on le voit, qu'une fois qu'un client a goûté à J'ai un pote, sur un format court, un format long, un podcast, une interview, il revient. Donc l'idée, c'est de leur dire les gars, croyez-nous sur parole, c'est sûr que ça va le faire. Et quand on voit les perfs qu'on est en mesure de leur proposer, quand tu vois ce qu'on a fait à Cannes, quand tu vois l'Afterwork qui revient avec 800 personnes et les partenaires qu'on a déjà, Le Bon Coin, c'est assez fou. Donc la rentabilité, elle se trouve dans le choix des projets, l'harmonisation des différents pôles prod, pôle gestion de projet, pôle vidéo, et une réflexion business toujours importante sur est-ce qu'on est dans le bon filon, est-ce qu'on suit la trajectoire qu'on s'est donnée, est-ce que la to-do qu'on s'est donnée, on la respecte, est-ce qu'on s'éparpille pas. Parce qu'en tant que média, on est très exposé, donc il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui nous parlent, et beaucoup d'opportunités, mais toutes sont pas bonnes. Peut-être que sur le moment, c'est trop cool. Mais si on regarde la stratégie globale, non, c'était pas la bonne idée d'aller faire ça. On s'est régalé, c'était cool, mais c'était pas la bonne idée, c'était pas dans la strat. Donc, harmoniser tous les pôles, créer des vrais process, dignes d'une start-up. On est beaucoup plus proche d'une start-up que d'une rédaction tradie avec les commerciaux et les journalistes. Nous, tout le monde bosse ensemble, avec des vrais process. Donc, harmoniser, créer du process et garder le fil. Si on sait qu'on doit aller là, on va lancer les événements très très forts cette année parce qu'on pense qu'on aura une rentabilité derrière plus palpable que sur d'autres formats. On y va. On dit pas au bout de 2 mois, on laisse tomber. Ou on va lancer un truc. On cadre notre format, on y va, on en fait 1, 2, 3, 4, et c'est le 5e qui va être vendu. Très bien. Comment est-ce que tu gardes cet équilibre sur un média entre ok, là je donne de l'information, je fais du gratuit et là j'ai une activation qui est payante, etc. Parce que j'imagine qu'à un certain moment tu as cet attrait quand même à te dire ok, là j'ai je ne sais combien de propositions payantes, etc. Mais si tu fais que ça, tu perds un peu l'essence de ton média. Comment est-ce que tu gères l'équilibre entre les deux ? C'est une super bonne question ça. Nous, l'équilibre il se fait assez naturellement. Déjà, les clients avec lesquels on n'a pas envie de bosser, on n'y va pas. Et ça, c'est une chance. Les produits auxquels on ne croit pas, on n'en fait pas la promo. C'est une chance aussi. Par ailleurs, on est en B2B.
Donc, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, les gens qui vont lire nos contenus ont un intérêt à être là. C'est pas passif, c'est pas comme un média B2C un peu trendy, lifestyle, machin, où l'annonceur doit se positionner dans le contenu pour être visible, machin. Nous, c'est du B2B. Donc, on va pouvoir parler facilement en édito d'une solution tech, mais si cette solution tech, elle veut aller plus loin, raconter son histoire, se mettre en avant différemment, ça rentre dans une collab commerciale. Donc, nous, la question, c'est pas de se dire quel client on va prendre ou pas prendre, c'est d'abord de se dire, nos premiers clients, nous, c'est les lecteurs. C'est important. C'est nos lecteurs, nos premiers clients. Donc, c'est d'abord de se dire, est-ce que ce sujet, est-ce que ce contenu, est-ce que cette information va être utile ? Ah, bah, nouvelle solution d'emailing, machin. Ok, je la regarde, très bien. Bah, je peux en faire un CP, je peux en faire une information, un décryptage, machin. C'est l'édito. Si cette boîte-là veut aller plus loin, me dire, ouais, mais j'aimerais bien faire du lead, rencontrer les gens, ok. On rentre dans une relation commerciale. Nous, on a présenté votre produit parce qu'on y croit et qu'on le trouve bon en termes d'outils de mailing. Par ailleurs, tu veux aller plus loin. Ça sort de notre cadre édito et de notre planning. Ok, relation commerciale. Parce que les gens qui nous lisent sont en B2B et les clients qui nous adressent sont en B2B aussi. Donc, c'est un peu plus facile. Maintenant, la limite, elle est très simple. Garder 75% de contenu édito et le reste en sponsor, voire 80%. Augmenter un peu les prix, faire en sorte qu'on ait un bon ratio. Donc, tout se fait naturellement en vrai. Et on a la chance d'avoir... Et je les remercie à ton micro, des super clients qui nous font confiance, et des JC2Co, des Orange, des Adobe, des WeSings, des YouTube, des Google. Enfin, on est ultra content de bosser pour des marques comme ça. Donc ça se passe bien. En B2B, on a la chance de pouvoir aussi avoir des clients de qualité qui ont des demandes précises, qu'on est en mesure d'accompagner et de traquer sur la performance. Donc comment on fait le tri de tout ça ? On regarde où est-ce qu'on veut aller. Et surtout, et je termine dessus, est-ce que c'est intéressant pour notre lecteur ? Est-ce qu'il va apprendre des choses ? Est-ce que c'est pertinent pour lui ? Justement, sur l'aspect édito, moi, il y a un truc, on en a parlé un peu brièvement tout à l'heure, c'est hyper large la com. Ça va de très très loin, de la publicité aux réseaux sociaux, aux médias, etc. Comment est-ce que tu arrives à tout compacter dans une seule stratégie édito et te dire, ok, ça là, on parle pas, c'est pas nous, et ça, on en parle, alors que c'est de la com dans tous les cas. Déjà, il faut être clair sur qui on est. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut être clair sur ça. Donc nous, de plus en plus, là, depuis un an, on se rapproche du format magazine. Moins de hot news, moins de campagne, mais plus de l'analyse, du décryptage. Donc ça, c'est sur la forme et là où on veut aller. Il faut être clair, quand on fait le choix de nos sujets, il faut savoir qui on est. Ça, c'est nous ou pas ? Non, ça, c'est pas nous. Ce format-là, c'est nous ? Ouais, c'est nous. Ça, c'est nous. Donc, il y a déjà savoir qui on est et quelle est la proposition de valeur pour nos lecteurs. Et si on se perd là-dessus et qu'on n'est pas au clair, tu vas galérer. Tu vas dire, ah, il faut le sortir, ça va marcher. Ah, mais c'est pas nous. Ah, c'est pas grave. Il faut être clair sur ce qu'on fait. Nous, j'ai un peu dans la com, on accompagne les décideurs marketing. Voilà, on leur donne les bonnes infos, les bons chiffres clés, les bonnes interviews, les bons contenus. Une fois que tu as ça, bah, tu te dis, en fait, sur tel sujet, comment je l'adresse ? En fonction des audiences. Ok, bah, le sujet des écoles, comment on va adresser, comment on va aller servir un peu à la fois ceux qui recrutent des alternants, mais aussi les alternants qui ont besoin d'une école. Subdecom, le format qu'on a fait ensemble. Et ben, au lieu d'aller faire une visite du campus un peu classique, on vient faire une rencontre entre un directeur de la marque et un étudiant. Et là, l'attribution à l'école, au client, elle se fait directement. Donc, le format école, on l'adresse plutôt en mode ancienne génération, nouvelle génération. Voilà. Le sujet de la tech, comment on va l'adresser ? Eh ben, on va l'adresser peut-être plus avec des petits déjeuners. Parce que les gens, ils voudront connecter, ils ont un peu moins d'histoires à raconter, mais ils ont des outils à pitcher. Et souvent, les outils, c'est pas des marques. Donc ton outil, la boîte canon, c'est difficile à pitcher quand t'es pas une marque. Par ailleurs, quand t'es un outil, t'as pas envie trop de prendre la tête sur le storytelling. Tu veux juste dire mon outil c'est le meilleur du marché. Bah pour ça, il faut que les gens le testent. Et pour ça, il faut que tu rencontres les gens. Et donc nous, on est là pour faire aussi de la mise en relation. Donc sur toutes les thématiques et tous les sujets qu'on veut adresser, on se pose la question de comment on va traiter ça. Ok, l'influence, comment on va le traiter ? En article, très bien. On peut très bien faire un event dessus et on va en faire un format. Ok. La tech, adtech, martech, comment on l'adresse ? Plutôt en mode petit déjeuner, plutôt en mode article et petit déjeuner. Cannes, comment on adresse ? C'est très très pubard, mais très très tech. Bah, on fait des formats vidéo, on couvre un peu, donc on prend le spectre qui est très large, tu l'as dit, de la com, et on voit de quoi on veut parler, quand on veut en parler et sous quel format. Et évidemment qu'on a des préférences sur certains sujets, mais nous, notre métier, c'est d'adresser tout. Donc c'est du taf, c'est évidemment un gros boulot, mais c'est ce qui fait normalement la différence chez nous et c'est ce pourquoi les gens viennent nous voir. Il y a déjà des formats que tu as abandonnés
ou que tu te dis ok ça on le refera plus jamais, bien qu'il ait marché et qu'il vous ait plu, mais parce que c'est pas vous dans l'essence que vous avez pardon. On a abandonné des formats pour des raisons plutôt santé économique. Ça nous coûte beaucoup, ça nous rapporte pas beaucoup. Sur le temps long ou moyen. Sur le temps court, ça rapporte pas. On est OK avec ça. On est OK pour faire des formats, les tester, machin. L'idéal, c'est que ça soit bénéfique pour nous, ne serait-ce qu'en termes d'image et de relationnel. Si ça ne l'est même pas, on drop. Donc, on a déjà droppé des formats. On avait la revue du social, qui, elle, a été droppée, mais vraiment naturellement, parce qu'on n'avait pas le temps. Alors que c'était un super format. C'était un one-to-one avec mon associé Laurent. C'était toutes les semaines, la revue du social. Donc, on prenait toutes les actus des réseaux sociaux, mais les actus business, donc pas ce qui s'est passé sur les réseaux, les actus business, donc nouvel algorithme sur TikTok, nouveau format sur Snap, nouvel outil de régie publicitaire sur Facebook, nouveau pixel sur Meta, et on en parlait. C'était un format 10 minutes, clair, simple, précis, toutes les semaines, et ça cartonnait. Sauf qu'aujourd'hui, avoir 10 minutes de Laurent et de Valentin au même moment, c'est impossible. C'est impossible. Donc on s'est dit, c'est dommage, on va le dropper. Moi j'aimerais trop le relancer, parce que c'était canon et que pour les gens c'était parfait. C'était la petite pastille d'infos au bon moment. C'est pas tenable pour nous, on va s'organiser, machin, mais c'est typiquement le genre d'exemple de format qu'on a droppé parce que c'est pas que c'était pas nous, c'est que c'était pas tenable. Là, j'ai un pote dans la com, vous avez donc pour moi un chemin qui est assez tracé et vous êtes en train de devenir un incontournable de la communication, du B2B, des médias B2B, etc. Mais est-ce que vous avez encore des axes de développement que vous n'êtes pas allé chercher, des trucs que vous aimeriez aller prendre dans le futur là ? Oui, on a aujourd'hui développé depuis un peu moins d'un an notre studio / agence de production édito. Toute l'expertise qu'on a, donc toutes les compétences et toute l'expertise qu'on a sur l'écriture des formats, la production, etc., la réflexion chez J'ai un pote dans la com, avec les mêmes équipes, on souhaite le mettre à disposition de n'importe quel type d'annonceur. Donc on sait très bien écrire les formats pour Insta, pour LinkedIn aussi, on sait très bien travailler une stratégie édito, on sait très bien mener des conférences, faire une table ronde, travailler un relationnel avec les speakers, on sait très bien gérer l'édito sur tous les sujets. Cette capacité-là, on peut la mettre au service d'annonceurs qui font pas de la pub sur J'ai un pote, mais demain une marque de tracteur veut qu'on monte un summit avec tous les acteurs du marché, des conférences machin, sur tout l'édito, on sait le faire. On l'a déjà fait en marque blanche, on l'a fait pour le Midem, on a géré toutes les conférences, on bosse beaucoup pour KPMG sur de l'édito et de la créa, donc le levier côté agence / studio édito, on souhaite le renforcer. On souhaite le développer. Genre mon pote a une agence ou un truc comme ça. Non, aujourd'hui ça s'appelle VDEF, donc on a vraiment voulu le distinguer un petit peu pour que ça puisse vivre. J'ai un pote bien sûr, pour ceux qui nous connaissent, mais que ça puisse vivre aussi de manière un peu autonome. Donc on a VDEF. On a développé aussi, il faut qu'on renforce ça, notre club de CMO, donc le relationnel, au-delà du média, où c'est de la traction et les gens viennent nous voir. On veut aussi développer le relationnel. Donc on a monté un club de CMO qu'on doit renforcer avec des dîners. On veut aussi faire beaucoup plus de mise en relation via des formats. On veut aussi potentiellement travailler à une soirée un peu business avec des gens. Avoir aussi des gens peut-être avec... une particularité qui viennent nous aider sur J'ai un pote, donc d'avoir des ambassadeurs un peu différents, donc des programmes. On a encore quelques leviers intéressants. L'agence, le relationnel via nos clubs, l'événement. Là, on va beaucoup développer l'événementiel. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Moi donc je comprends bien ce que tu dis, c'est pousser encore plus sur la communication parce que vous avez une vraie expertise là-dessus. J'imagine qu'on t'a déjà posé la question, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour j'ai un pote dans la finance, j'ai un pote en marketing ? Non, c'est des questions qu'on nous pose beaucoup, qu'on nous a posées, mais cette marque-là de J'ai un pote, on s'est toujours dit qu'on ne voulait pas y toucher. Comprends-moi bien, elle est canon cette marque. Et on l'aime et elle est ultra forte. Par ailleurs, elle n'est pas simple à porter parce qu'elle est porteuse de sens et elle n'est pas anodine, elle n'est pas lisse, elle n'est pas classique. Elle est originale dans la définition classique du terme. Elle est originale, donc elle peut rebuter certains profils. Et puis j'imagine qu'il y a un truc où... donc on ne veut pas y toucher à cette marque. J'ai un pote dans la finance, ça ne peut pas forcément être vous à la tête de ça, même si ton associé a fait de la finance, parce que ce n'est pas votre expertise et tout. Et donc, ça serait forcément quelqu'un d'autre et vous perdriez un peu l'essence de ce que vous avez avec J'ai un pote. Et puis voilà, c'est pas nous, c'est pas notre sujet. Et surtout, voilà, c'est cette marque-là, on n'y touche pas, c'est la marque ombrelle. On peut y accorder le Branding Breakfast Club, qui est notre club de CMO, qui lui-même vient de notre podcast Branding. On peut lui ajouter Charbon,
notre podcast sur les entrepreneurs, j'ai un pote. On peut y accorder VDEF, le studio, j'ai un pote. L'Afterworld de la com, j'ai un pote. Mais j'ai un pote dans la com, c'est la marque Ombrelle qui ne bougera pas, qui vient donner de l'aplomb et qui aujourd'hui a une puissance et une préférence de marque et une présence à l'esprit auprès de nos lecteurs et de nos clients qui est assez folle. Je t'aurais peut-être pas dit ça il y a 3 ans, honnêtement. Mais aujourd'hui, on en est hyper fiers, on en est hyper content et c'est tous les jours, on est ultra consciencieux dans ce qu'on fait, on est ultra... Ça se sent et vous pouvez. on est content de ça. Ouais. Quand je t'ai dit qu'on va à on va à un rendez-vous client et qu'on doit être en one-to-one et qu'au final il y a 13 personnes dans la salle, ce qu'ils veulent nous voir, c'est cette marque-là qui viennent chercher, c'est cette proximité, donc on la garde, on n'y touche pas. Par contre, on peut lui faire des petits bébés, oui bien sûr, le studio, l'agence, le cercle de communicants, le prochain dîner, mais tout avec la signature claire, j'ai un peu dans la com. Pour nous, c'est très clair, on sait très bien où on veut aller, chaque format peut vivre un peu indépendamment, mais ça sera toujours sur la signature de j'ai un pote. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours la signature de j'ai un pote, elle veut dire exigence, qualité de livrable et pertinence et performance média. Donc dans tout ce qu'on veut faire, on veut que ça soit lié à j'ai un pote dans la com parce que j'ai un pote dans la com, normalement, c'est synonyme de ça. Et une fois que tu as j'ai un pote, ça rassure. Et comme je t'ai dit, c'est clivant aussi. Il y en a peut-être qui vont dire ah mais c'est j'ai un pote, machin, je préfère l'autre. Ok. Tu pourras me challenger sur les perfs et moi je pourrais te dire on a les meilleurs. Pas sur ça, mais sur ça oui. Peut-être pas bon là-dessus, mais ça... Tu pourras me challenger et on pourra parler de ça. Par contre, je pourrais pas batailler 1000 ans sur le nom. Si tu préfères un autre média, je pourrais rien faire. C'est le nom qui est comme ça, c'est l'univers qui est comme ça. Par contre, si tu viens chez nous pour ce qu'on est, tu seras pas déçu. La position que vous avez de média numéro 1 sur la com, d'expert sur la communication, j'imagine que c'est un lourd tribut quand même à porter et ça vous met un peu de pression aussi parce que vous parlez de communication, mais pour le faire, vous devez communiquer. C'est quoi vos process pour rester au top du top dans les formats, dans la manière de communiquer, pour que votre média il ait aussi de la crédibilité, quoi. Parce Bien que sûr. si vous n'êtes pas bon en communication, personne ne va vous croire. Déjà, c'est obligatoire d'être bon sur ce qu'on fait parce que les compétences qu'on vend avec le studio VDF, c'est les compétences qu'on acquiert et qu'on met à l'épreuve sur le média. Si je suis capable de dire à un client, je sais te produire un bon format sur Instagram, c'est parce que c'est vrai, c'est parce que je l'ai expérimenté sur J'ai un pote et que le format a fait 100 000 vues. Donc c'est a priori un bon format. Donc je suis capable d'écrire un bon format et donc de te le vendre en marque blanche. Donc les compétences, on les déploie, on les met à l'épreuve tous les jours. Avec nos rédacs, avec nos cadreurs, nos monteurs, on les challenge, on leur dit les gars, regardez ça. On a tout un système de veille en interne, en France et à l'étranger, un système de veille qui est assez poussé. Donc on voit beaucoup de choses passer, ça nous permet d'être informés, mais surtout on a des gens qui sont compétents. On recrute des gens compétents, on recrute des gens qui ont la tête bien faite, qui techniquement sont bons, qui ont une connaissance du marché, mais au-delà du business. Donc on a des gens bons et ça passe par là, ça passe par les équipes, les rencontres qu'on fait, les gens avec lesquels on travaille, les freelances qu'on peut avoir à côté. Donc c'est important pour nous de rester. Et sur le côté pression, oui, on n'est pas les rois du pétrole, encore une fois, on est très humble sur ce qu'on fait et on est hyper reconnaissant de l'aventure dans laquelle on est. C'est dur, ça bombarde, ça avance dans tous les sens, mais c'est trop bien. Mais oui, ça met une petite pression. Il y en a plein qui aimeraient bien voir j'ai un pote se casser un peu la figure. Il y en a plein qui sont pas contents qu'on vienne prendre des parts de marché. Il y en a plein qui se disent mais purée, mais attends, sur chaque sujet, il y a j'ai un pote en face. Bah ouais, et c'est pas fini. Et c'est pas fini, tu vois, donc ça met un peu la pression, mais nous, on en fait notre miel de cette pression. On se dit, les gars, les gens nous regardent, soyons reconnaissants de ça, parce qu'il y a plein de médias qui sont pas consommés, qui sont pas lus. Donc peut-être que le boulot l'est bien, mais ils n'ont pas d'audience. Donc nous, on a la chance d'avoir des gens qui nous regardent. Ça doit être un moteur, plus que de la pression. Ça doit être un moteur, bien sûr, pour l'exigence, mais ça doit être un moteur de kiff. Les gars, vous allez faire un article, les gens vont le consommer, purée. C'est canon, ils vont voir ce que vous avez fait. Donc les alternants, les stagiaires, comme les gens seniors chez nous, c'est la même chose qu'on leur dit. Ton truc, il va être lu. Ton script, il va être validé par le client. Tu seras en contact au petit déjeuner avec le sponsor principal. Donc ça met une pression, mais qu'on aime bien. Ouais. Pour sortir un peu de J'ai un pote et parler un peu de la vie du secteur, j'aurais 2 petites questions. Moi, il y a un truc, notamment en tant qu'ancien étudiant de com, j'ai connu un petit peu. Beaucoup disent que le secteur de la communication, il est bouché, que ça sert plus à rien d'y aller, qu'il n'y a pas d'argent là-dedans, etc. Moi, je sais que j'ai mon avis là-dessus, qui est plutôt de dire que c'est bouché quand tu ne donnes pas les moyens, en vrai, parce que tu as aussi beaucoup d'étudiants qui
ne sachant pas trop ce qu'ils veulent faire, se laissent un peu aller et donc ne se forment pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient. Toi, ça serait quoi ton avis sur la question de la com, c'est bouché et honnêtement, autant aller faire autre chose, quoi. Mais il suffit de faire un tour sur le festival des Cannes Lions pour voir. Il suffit de regarder ce qui se passe à l'étranger. Il suffit de regarder les entreprises et les marques et les équipes marketing qu'il y a à l'intérieur et les efforts qui sont déployés pour comprendre que non, c'est pas bouché. C'est bouché ça va être très trivial ce que je dis, mais quand tu bosses pas, bah ouais. Il n'y a personne qui t'attend. Il y a des légions d'étudiants dans les écoles. Il y a des postes qui sont réduits parce que dans les entreprises, la com, c'est un poste de dépense. Ça rapporte pas d'argent tout de suite, la com. Ça en dépense. Donc dans les boîtes, c'est difficile. Mais c'est pas bouché. C'est juste que tu fournis pas les efforts. Et c'est horrible de dire ça quand quelqu'un n'arrive pas à trouver. Mais fournir les efforts, ça veut pas juste dire bosser dur. Ça veut dire être intelligent avec les gens que tu rencontres, connecté. Savoir que quand tu es en M2, bah, les gens que tu as dans ta classe, c'est pas que tes potes. C'est des prospects potentiels, c'est des clients potentiels, c'est des collègues potentiels. Donc tu dois déjà être dans un mindset de je vais être professionnel. Un étudiant qui sort de dentaire, il est dentiste. Il n'y a pas de feinte, il est dentiste. Un étudiant qui sort des fois de master de com, il sait pas, il a les compétences, machin. Et moi, ça ne me va pas, ça. Faut prévoir ça en amont. Il faut travailler. C'est former aussi. C'est des compétences techniques réelles. C'est pas qu'une science molle, la communication, avec émetteur-récepteur, et c'est pas uniquement des sciences sociales. C'est des choses concrètes, c'est des maîtrises intellectuelles, et il faut pas qu'on oublie, et ça c'est mon point aussi, c'est que c'est un métier intellectuel, la communication. C'est pas juste savoir utiliser un outil, Canva, machin. C'est pas juste savoir parler aux gens. C'est un métier intellectuel, ça demande de la réflexion. Donc oui, ça va cliver. Et oui, ça va laisser peut-être des gens un peu moins performants sur le côté. Mais ah oui, mais c'est... De base, les métiers de la com, c'est des métiers du langage, de la littérature, de la stratégie, de l'esprit de synthèse, de la maîtrise de différents niveaux de langue, de la relation émotionnelle et aussi des compétences économiques pour comprendre que les publicitaires à l'ancienne étaient très très bons businessmen. Ils comprenaient l'économie, tu vois. Jacques Ségala, c'est un pharmacien, donc c'est un matheux, tu vois. Donc c'est un métier intellectuel, le métier de la com. Il y a un côté empathique aussi, surtout bien pour sûr. Comprendre son intelligence émotionnelle. Son auditeur. Bien sûr. Donc il faut pas l'oublier. Et je pense que non, c'est pas bouché. Par contre, ça demande des compétences. Et si tu ne les as pas, tu peux les travailler. Mais si tu ne les as pas, tu ne les as pas. Enfin, on va pas te prendre par principe. Parce qu'on te dit là, la com, c'est cool, machin, t'as pas eu Parcoursup, viens dans la com. C'est un vrai métier. Moi, les compétences que je cherche chez J'ai un pote, elles sont concrètes. C'est un niveau d'intellect précis. C'est une capacité à se mettre en situation de travail. Maîtriser un outil, ça prend 2 semaines. Par contre, quel comportement tu vas avoir face à un problème, quelle capacité tu vas exploiter, quelle manière de réfléchir tu vas avoir, ça c'est autre chose. Et ça, c'est un niveau qui pour moi est plus élevé, que tu n'apprends pas forcément en école. Donc c'est ça qu'on cherche. Maîtriser un outil, ça prend 2 semaines. Savoir faire une presse, ça prend 2 semaines. Maintenant, avec ChatGPT, tu l'as fait toute seule. Par contre, réfléchir, appréhender les sujets, travailler une réflexion, enfin, c'est ça qui est important pour moi. Les outils, tu les apprends sur le tas. C'est pour ça, quand on te dit, ouais, le stage, l'école, tu vas être opérationnel à faire des prêts. Donc c'est ça, prenez du niveau. Comme ce que tu fais toi là avec le média, tu testes les trucs, tu les lances, donc tu choisis tes invités, tu crées une marque, tu crées une identité, tu crées une valeur ajoutée. Il faut faire ça, il faut réfléchir. C'est pas ton master qui va te donner un job, peu importe l'école, on le sait très bien, c'est ton profil. C'est comme le bac, t'en fais ce que t'en veux, tu vas à la fac de sciences, la fac de maths, la fac de philo. En école, ton diplôme, tu dois l'exploiter. Donc non, c'est pas bouché, et au contraire, avec la multitude de contenus qu'on doit créer aujourd'hui, c'est pas bouché. T'as vu tout ce qui se passe avec les plateformes de streaming, TF1, Netflix, ça crée des ponts, donc il y a besoin de gens qui doivent bosser là-dedans pour gérer ça. Donc ça crée des ponts, ça crée des métiers. Donc oui, peut-être que certains métiers vont un peu évoluer, c'est clair. Peut-être qu'il y aura plus d'exigences d'un point de vue technique, c'est clair. Tu penses que ça évoluera vers où là quand même ? Parce que toi, tu as vu l'évolution depuis 10 ans, depuis le moment où tu as lancé J'ai un pote à maintenant. Tu penses que ça va vers où le monde de la communication là ? Je pense que ça va laisser des gens un peu déçus. Ça va faire un tri sur les compétences, qu'il y a moins d'argent. L'économie, elle est compliquée aujourd'hui. Comme je dis, dans les entreprises, la com, c'est le sujet qui saute. Par ailleurs, c'est pas un sujet pas important. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça qu'on voit
des investissements de masse de la part de grosses entreprises. Et on est aussi le reflet des États-Unis sur plein de choses. Et aux États-Unis, ils ont très bien compris l'importance de l'investissement média. Il y a des boîtes qui en France arrivent à percer plus ou moins bien, avec un peu d'investissement, avec des idées malignes, etc., qui n'auraient jamais pu percer aux US ou au UK. Parce qu'aux US ou au UK, il faut mettre de l'argent dans des médias, il faut investir d'abord le terrain. Donc, ça va évoluer comment ? Il y aura des gens qui vont être frustrés, il y aura des métiers qui vont bouger, qui vont parfois disparaître, mais il y aura des nouvelles opportunités, des nouveaux jobs. Et ce que je te dis juste avant, TF1 Netflix, c'est une collab, c'est sorti, enfin, tu vois, et ça va créer des choses. Les nouveaux formats, le stream, la télé segmentée, la CTV, enfin, c'est des univers dans lesquels il y aura besoin de profils qualifiés. Et aujourd'hui, il faut s'y former à ces métiers-là. On arrive au deuxième jeu et surtout vers la fin de l'émission. Donc c'est le jeu du newbie. C'est des questions qui pourraient être posées par des enfants, donc des questions un peu naïves et auxquelles il faudra que tu répondes comme si j'avais 5 ans. Ok. Donc très simplement, pourquoi j'ai un pote dans la com ? Parce que c'était drôle, c'était une phrase que Laurent aimait bien parce qu'on lui sortait beaucoup quand il était en free et qu'il proposait ses services et on lui disait non mais t'inquiète j'ai un pote dans la com. Voilà. Parce que c'était drôle et que ça fonctionnait bien. Pourquoi il faut faire de la publicité ? Quand on est une marque, parce que sinon t'es mort. Faut pas dire ça à un enfant de 5 ans. Faut pas dire ça, il va pas être bien. Tu vas aller au ciel. Non, parce que sinon on t'oublie. On l'a vu avec le Covid. Des marques qui arrêtent de faire de la pub pendant des semaines, elles perdent un point de notoriété. Il y a des marques qui peuvent mourir. Il faut pas oublier qu'une marque, c'est quelque chose, c'est une saga publicitaire, c'est un univers, c'est un héritage, mais c'est une projection dans le futur. C'est une âme, c'est quelque chose de concret, mais qui est fragile. Parce que les gens n'ont pas tous la même relation avec les mêmes marques. Des fois, tu consommes parce que le produit est cool, ou pas cher, ou parce que tu aimes bien la brand. C'est un univers. Donc, il faut comprendre que sans pub, ton business, il va potentiellement disparaître. C'est quoi un influenceur ? Pour un enfant de 5 ans, toujours. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a des gens autour de lui, une petite communauté, des gens qui l'écoutent. Et pourquoi les marques parlent à ces influenceurs-là ? Toujours à 5 ans ? Tu peux aller un peu plus loin. Bah, c'est une évidence, et j'ai l'impression encore une fois d'enfoncer les portes ouvertes quand on évoque le sujet de l'influence, mais les marques ont compris l'importance du bouche à oreille, ont compris l'importance du biais cognitif, et de dire quand tu vas en soirée, plutôt que de dire salut, je suis très sympa et très agréable, quand un pote à toi va dire ça à la fille que t'aimes bien, ça marche mieux. Il dit ouais, tu sais, ça c'est un pote, machin. Ou quand la fille dit ça c'est Kylian, il est super cool, tu verras. Ça marche mieux que quand tu dis salut, moi c'est Kylian, je suis cool. Voilà, le biais cognitif, il est là. Donc l'influenceur, le créateur de contenu, c'est ce qu'on vient de travailler avec lui. Et ensuite, en prenant plus large, il y a la capacité média, la perf. Il y a des gens qui ont une audience de dingue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es un annonceur, tu viens chercher de la perf média. Oui, tu viens chercher le profil qui est cool. Et oui, le biais cognitif. Et oui, l'attribution à la marque plus ou moins forte. Mais tu viens surtout chercher la perf. Pourquoi on raconte des histoires et on ne dit pas simplement ce que fait un produit, l'essence du produit ? Parce qu'on n'est pas des êtres rationnels et qu'on est des êtres émotionnels. Pourquoi on parle de certaines marques comme si c'était des personnes réelles ? Même réponse. Parce qu'on attribue, on donne des attributs humains souvent à nos animaux. Il est rigolo, il est mignon, regarde, il a l'air déçu, il est pas content. On veut toujours projeter l'humain et rendre des choses qu'on connaît à quelque chose qui est différent. Et donc, on vient rationaliser ça. Et quand on donne des attributs humains à une marque, on l'humanise par définition. Donc, on vient la rendre plus proche de nous. On vient lui donner du sens. On vient lui donner une âme. Et quand quelque chose a une âme, ça devient un peu plus important, un peu plus fort, un peu plus puissant émotionnellement qu'une lessive, tu vois, par exemple. Oui. La toute dernière question que je pose à tous les invités, c'est sur la valeur fondamentale de mon média, c'est sur la culture de la différence. Oui. Quelle place J'ai un pote dans la com, elle prend cette culture de la différence. Qu'est-ce qui fait que Valentin et ton associé, vous avez réussi là où d'autres personnes qui auraient lancé le même J'ai un pote dans la com, le même produit avec le même branding n'auraient pas réussi? Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi? Déjà, première chose, je pense que c'est un concours de circonstances, toujours. Il y a de la chance. Par contre, elle se provoque cette chance.
avoir un financement d'un mec que tu rencontres, bah, t'as le financement parce que tu l'as rencontré. Et tu l'as rencontré pourquoi ? Parce que tu t'es bougé à la soirée pour le rencontrer. Je prends l'exemple comme ça, mais qu'est-ce qui fait que nous, ça a pris et que ça a peut-être pas pris ailleurs ? Je pense que c'est la connexion qu'on a avec Laurent. Lui, il vient d'un univers spécial, moi aussi. On a beaucoup de liens. On a bien connecté tout de suite. Donc, il y a eu ça au cœur du réacteur dès le début. La complicité, la vision, l'envie de faire des choses cool qui nous font kiffer et d'envoyer, tu vois, de se dire, vas-y, on envoie, on teste, machin. Ça, on l'a toujours. Donc, la connexion avec mon associé et puis le boulot. Je vais pas te mentir, je vais pas non plus faire l'américain en disant, ouais, il faut travailler dur, machin. Il faut travailler intelligemment, mais il faut travailler. C'est dans l'équation de ce game-là, la seule chose qui n'est pas une variable, mais qui est une constante, c'est le travail que tu vas fournir. Peu importe sa forme. Si c'est optimisé avec de l'IA, machin, c'est très bien. Par contre, il y aura toujours du taf. Et le taf, c'est pas que terminer à 2h du mat. Le taf, c'est d'aller faire son sport pour être en bonne santé, pour avoir l'esprit clair, parce que la mauvaise santé impacte énormément notre physique et notre C'est un lifestyle plus que vraiment juste être devant son ordi, quoi. L'état mental, tu vois, donc c'est aussi travailler sur soi, donc être en capacité de dire putain mais j'ai pas envie de les voir, bah j'y vais quand même à ce rendez-vous, j'y vais quand même à cette soirée networking, j'y vais quand même à voir ce film qui me saoule mais tout le monde m'a dit du bien, donc c'est travailler sur tous les sujets et pas uniquement l'image cliché sur son ordi à 3h du mat. Ça c'est... T'en auras des nuits comme ça, c'est évident, mais c'est pas le cœur du sujet. Donc le taf. Je vais pas te donner 15 000 synonymes, c'est le taf. Eh ben écoute, merci beaucoup Valentin. Merci à toi. Et vu que t'es un super pote dans la com, tu nous fais gagner un mug et des chaussettes, j'ai un pote dans la com. Donc on va faire un jeu concours pour la sortie de l'émission et c'est super. Attends, je vais me lever, je vais aller les chercher pour les montrer à la caméra carrément. Ok. C'est vraiment stylé. Donc vous avez les chaussettes, j'ai un pote dans la com, juste ici, et le mug, très stylé pour votre bureau. Attention à en prendre soin parce qu'une fois qu'il est au bureau, il se fait vite voler celui-là. C'est très dangereux. Ils sont prévenus. Merci beaucoup Valentin. Merci à toi, à bientôt. Et bah trop cool.